Le 18 octobre 1917, Austin et Sophia Snow ont reçu un télégramme. Leur fils, le soldat Charles Snow du Newfoundland Regiment, est mort alors qu'il était prisonnier de guerre en France. Avant de se joindre au régiment, Charles était pêcheur. Il travaillait dans le bateau de son père et son salaire lui servait à aider ses parents. La mort de Charles a endeuillé ses parents et elle les a aussi plongés dans de graves difficultés financières. Alors qu'elle pleurait la perte de son fils, la mère de Snow a fait une demande d'indemnité d'absence du foyer au gouvernement. Cette indemnité était accordée aux personnes dont les soldats avaient la charge avant leur départ pour la guerre. Les Snow étaient une famille de pêcheurs, mais Sophia a spécifié dans les formulaires que la santé précaire de son mari l'empêchait de gagner suffisamment d'argent pour vivre décemment. Il a été partiellement handicapé tout au long de sa vie, a-t-elle écrit. Sans l'aide de leur fils pour leur entreprise familiale de pêche, ils ne pourraient plus joindre les deux bouts, et ils avaient aussi une fille à leur charge. L'officier payeur a rejeté sa demande. Concernant votre demande d'indemnité d'absence du foyer, j'ai été chargé de vous informer que pareille indemnité ne peut vous être accordée, étant donné que votre mari n'est pas invalide et que, par conséquent, vous ne pouvez être considéré comme étant totalement à la charge de votre fils. La guerre avait dépossédé Austin et Sophia de leur fils, et elle les privait désormais du soutien financier qu'il leur aurait procuré pendant leurs vieux jours. Les Snow n'étaient pas les seuls dans cette situation. D'autres familles vivaient aussi des épreuves similaires. John Fitzgerald a été abattu le 1er décembre 1915 pendant qu'il était en train de panser les blessures d'un homme sur le champ de bataille de Gallipoli. Le gouvernement a salué son acte de bravoure désintéressé, mais il a rejeté la demande d'indemnité d'absence du foyer que lui a fait parvenir la mère du soldat. Chère madame, concernant votre demande d'indemnité d'absence du foyer, j'ai été chargé de vous informer que pareille indemnité ne peut vous être accordée, étant donné qu'au moment où votre fils John était membre du régiment, vous aviez un autre fils célibataire, d'âge militaire, qui n'a pas offert de s'enrôler. Or, les règlements stipulent que lorsqu'il y a deux fils célibataires, aucune indemnité ne peut être accordée tant que le second fils ne s'est pas enrôlé, et la raison donnée pour le non-enrôlement de votre second fils n'est pas considérée comme suffisante pour que cette indemnité vous soit versée. Mary Fitzgerald était veuve et vivait à St. John's. Son autre fils était à Pittsburgh. On évalue entre 1600 à 2000 le nombre de Terre-Neuviens et de Labradoriens qui ont été tués pendant la guerre. Chacune de ces pertes a eu des conséquences dévastatrices sur leurs proches restés à la maison. Des enfants ont aussi grandi sans avoir de père, comme Harry White de Durrell Arm. En 1922, ce garçon de 6 ans a donné une contribution d'$1 pour l'érection du monument commémoratif de Beaumont-Hamel. C'est l'endroit où mon père a été tué, a-t-il écrit. Henry n'a jamais eu la chance de connaître son père, car ce dernier s'était enrôlé quelques mois avant sa naissance. John Curley est mort lui aussi à Beaumont-Hamel. Sa femme, Elizabeth, a élevé seule leurs 4 enfants. Le seul argent qu'elle a reçu du gouvernement, c'est le reste du salaire de John pour service dans l'armée. Certains soldats qui se sont enrôlés n'ont jamais eu la chance de fonder une famille. William Morgan n'était âgé que de 16 ans lorsqu'il est mort à Beaumont-Hamel le 1er juillet 1916. Il faisait partie des quelques 272 soldats du Newfoundland Regiment qui n'avaient pas encore l'âge militaire et qui seraient morts pendant la guerre. La mort ou les blessures d'un soldat avaient parfois des conséquences qui n'affectaient pas uniquement sa famille immédiate. Le 11 octobre 1916, le lieutenant Stephen Norris a été tué au combat à Gueudecourt, en France. Ses parents étaient propriétaires d'une conserverie à Three Arms, dans la région de Green Bay.
Cette entreprise était le pilier économique de cette petite communauté. La mort de Norris a privé la conserverie de son héritier. Après la mort de son père en 1942, la fermeture de l'entreprise a entraîné le déclin de la communauté. En 1945, seulement 2 familles habitaient encore sur les lieux. Cette communauté n'existe plus aujourd'hui. La mort de soldats comme Norris a eu des conséquences considérables sur le développement du Dominion après la guerre parce que ces garçons étaient souvent les fils de l'élite sociale, économique et politique de l'époque. Ils étaient destinés à devenir des leaders dans le monde des affaires et de la politique. Parmi les 5 soldats du régiment que nous voyons sur cette photo, un seul a survécu à la guerre. Les 4 autres sont morts au combat. Le 1er juillet 1916, 4 membres de la famille Eyre ont été tués à Beaumont-Hamel. La famille Eyre était très connue à Terre-Neuve et Labrador. Ils étaient hommes d'affaires, avocats et politiciens. On a donné le nom de génération perdue aux hommes et aux femmes qui ont servi pendant la guerre. Les pertes incluaient ceux qui étaient morts, mais aussi ceux qui étaient retournés chez eux transformés à jamais à cause de blessures physiques ou psychologiques et qui allaient les hanter pour le reste de leur vie. Les hommes qui avaient perdu leurs bras ou leurs jambes ne pouvaient plus pêcher. Un choc terrible dans un Dominion où l'industrie familiale de la pêche à la morue était le pilier de l'économie locale. C'est ce qui est arrivé à George Gilbert Baker de la baie de Trinité. Le 20 novembre 1917, il a été hospitalisé à la suite de blessures par balle à la jambe droite. Ces blessures étaient tellement graves qu'on a dû l'amputer. Avant la guerre, Baker était pêcheur. Ces blessures ont mis fin à ses activités. Le 15 mai 1921, il a envoyé au gouvernement une lettre expliquant qu'il ne pouvait plus travailler pour gagner sa vie et que sa seule pension de soldat lui permettait difficilement de joindre les 2 bouts. Les troubles de stress post-traumatique ont aussi empêché beaucoup d'autres personnes d'avoir un emploi stable ou de réintégrer la société. À l'époque, ce traumatisme portait le nom de syndrome commotionnel. Beaucoup d'hommes rentrés de la guerre en étaient affectés. Ce syndrome affligeait beaucoup de femmes qui avaient travaillé outre-mer et côtoyé quotidiennement la mort et la souffrance. Terre-Neuve et Labrador venaient de perdre une partie de ses futurs chefs de file. Il est impossible d'évaluer jusqu'à quel point ces pertes ont nui au Dominion. Nous savons toutefois que les années d'après-guerre ont été une période de grande turbulence sur les plans économiques et politiques. Des scandales ont gangrené la scène politique pendant des décennies. De 1919 à 1925, le Dominion a été géré par 6 gouvernements différents. La population est devenue de plus en plus désillusionnée à cause de la base politique et des politiciens locaux. Ce mécontentement était dû, entre autres, aux lourdeurs administratives concernant les pensions des soldats et les indemnités d'absence du foyer. Certaines personnes ont accusé le gouvernement d'avoir trahi la confiance des hommes et des femmes qu'il avait envoyés outre-mer, ainsi que celle de leurs familles. Les tensions se sont envenimées en 1932 lorsque le premier ministre Sir Richard Squires a été visé par des allégations de corruption et de fraude. Il a été accusé d'avoir détourné des fonds publics du War Reparations Committee. Ces allégations ont soulevé la colère générale de la population. Le 5 avril 1932, 10 000 personnes ont participé à une émeute devant l'édifice colonial. La foule déchaînée a cassé des fenêtres, envahi l'immeuble et pillé les bureaux du gouvernement. Squires a pu s'enfuir sous escorte policière sans être blessé, mais sa carrière politique était terminée. La Chambre d'Assemblée a été dissoute et la tenue d'une élection a été annoncée pour juin. Terre-Neuve a aussi connu d'importants problèmes économiques. Elle était déjà endettée lorsqu'elle est entrée en guerre à cause de la construction du chemin de fer transinsulaire. Elle a ensuite dépensé d'autres millions pour les emprunts de guerre, les paiements d'intérêts sur ces emprunts et les pensions des soldats. La récession économique mondiale des années 1920 a empêché une reprise économique sur l'île.
Au moment où la Grande Dépression a frappé en 1929, la dette publique de Terre-Neuve était si élevée que les paiements des intérêts grugeaient à eux seuls plus de 40% de son revenu annuel. Terre-Neuve a demandé l'aide de la Grande-Bretagne car la situation était insoutenable. Mais la Grande-Bretagne était elle-même lourdement accablée par le coût de la guerre. Son aide aurait donc un prix. La Grande-Bretagne a réclamé un plus grand contrôle politique sur Terre-Neuve afin que les fonds du Dominion soient gérés avec parcimonie. Le Dominion serait tenu de remplacer son gouvernement élu par un gouvernement désigné par la Grande-Bretagne. La nouvelle commission de gouvernement a été assermentée le 16 février 1934. Elle est restée au pouvoir jusqu'à l'adhésion de Terre-Neuve et Labrador au Canada en 1949. Les coûts humains et économiques de la guerre font partie des facteurs qui ont entraîné Terre-Neuve dans une crise dans les années 1920 et 1930. Bien que les spéculations soient vaines, beaucoup de gens se demandent aujourd'hui si l'histoire de Terre-Neuve et Labrador aurait été différente si elle n'avait pas perdu 1600 de ses habitants pendant la guerre et si des milliers d'autres n'étaient pas revenus avec des blessures.